Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac, le chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre actualité immédiate, c'est le dépôt par votre groupe d'un vœu sur le bureau du Congrès. Un vœu pour demander l'ouverture du dialogue entre les partenaires locaux sur la sortie de l'accord de Nouméa. Franchement, à quoi ça peut servir un tel vœu? C'est quoi le but? C'est une déclaration d'intention en fait? Oui, j'ai entendu Louis Mapou, le président du gouvernement, sur votre antenne vendredi dernier, à cette même place, dire qu'il ne fallait pas que ça soit un jeu. Alors, n'en parlant pas spécifiquement de notre vœu, mais de ce type de démarche. Et je suis, pour une fois n'est pas coutume, tout à fait d'accord avec le président du gouvernement. Ça n'est surtout pour nous pas un jeu. Ça n'est pas un jeu et pas plus un coup politique. C'est vraiment une volonté d'envoyer un message à nos partenaires locaux et nos partenaires politiques locaux pour dire qu'aujourd'hui, les Calédoniens qui sont à la fois en manque de perspective et d'espérance aussi dans leur avenir, ont besoin qu'on les rassure. Et le fait d'être rassurés passe aussi par le fait que nous ne nous comportions pas, indépendantistes et non indépendantistes, en adversaires, en ennemis, mais bien que nous soyons capables de restaurer entre nous un dialogue nécessaire et utile. Alors dans les attendus de ce vœu, dans les considérants, dans je ne sais pas comment vous appelez cela, en fait on a l'impression que vous voulez mettre quand même les indépendantistes face à la lettre de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire vous vous rappelez clairement qu'après 3 refus de l'indépendance, les partenaires doivent se retrouver pour examiner la situation ainsi créée. Vous voulez ramener en fait à ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Je pense que tout territoire ou pays qui se respecte doit absolument respecter aussi la démocratie. Nos concitoyens nous disent, voilà, on a voté 3 fois. En plus, c'est rajouté à ces échéances à la fois les présidentielles et législatives. Et puis maintenant. Et maintenant, c'est le fait d'enlever cette défiance qu'un certain nombre de nos concitoyens ont en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que de plus en plus de personnes quittent le territoire. Il faut stopper cette hémorragie. Notre territoire doit être sur des bases démocratiques. Il doit donc faire face à ces 3 référendums et cette expression démocratique qui doit être respectée. Mais surtout, aujourd'hui, il convient effectivement que nous dialoguons. Alors, l'accord Nouméa prévoyait que les gens se mettent autour de la table, les partenaires sont bien l'État, les indépendantistes et les non-indépendantistes. Le vœu, lui, il porte sur, avant cette réunion des partenaires, que nous puissions déjà nous parler de manière un peu plus fraternelle, parce que moi, je suis assez choquée de l'hystérie qui peut animer le débat politique calédonien aujourd'hui avec cette guerre des mots que Pierre Frogier, d'ailleurs, il y a 15 jours, à cette même place, lui, a décrit de manière très pertinente, cette guerre des mots qui nous mène dans le mur. Donc, aujourd'hui, ce vœu, il ne veut s'opposer à personne. Il veut être très respectueux vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. Il veut aussi dire aux indépendantistes, parlons-nous de manière respectueuse, apaisée. Entre nous, Calédoniens d'abord, parce que c'est quand même de la Nouvelle-Calédonie et de ses habitants dont il s'agit, avant de parler avec l'État, qui est le 3e partenaire. Et il s'adresse à qui ce vœu? Selon vous, déjà, qui est susceptible de le voter parmi les élus du Congrès? L'examen et le vote de ce vœu, c'est un deuxième temps. Nous, au travers de ce vœu, et vous l'avez un petit peu dit dans votre question, c'est une façon d'envoyer un message. Voilà, d'envoyer un message d'apaisement. Encore une fois, vous avez vu dans l'exposé des motifs, ce n'est pas les considérants, mais c'est l'exposé des motifs. Il est prévu, il est souhaité en tout cas un débat respectueux et pas pour autant moins sincère. Nous, ce que nous dénonçons un peu aujourd'hui, c'est la forme de l'expression d'un certain nombre des acteurs politiques en Nouvelle-Calédonie qui s'invectivent par biais de réseaux sociaux ou par médias interposés. Qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, des deux côtés. Absolument. Aujourd'hui, cela nous emmène encore une fois, cette surenchère des mots et de la violence des propos nous amène dans le mur. Et moi, je veux dire aux Calédoniens que ce ne sont pas ceux qui tiennent les propos les plus virulents qui les défendent le mieux dans les coulisses et dans les instances quand il s'agit de décider. Moi, je considère qu'il faut redonner confiance aujourd'hui, donner de l'espoir à nos concitoyens. Et pour cela, il faut apaiser ce débat parce que, vous le voyez bien, les discussions sont aujourd'hui au point mort. Alors, c'est une question qui se pose aussi. Ce vœu qui a été rendu public hier, il vient en écho à celui qui a été adopté par les élus de la province des îles à l'initiative de Jacques Lallier. C'est la même démarche ou
Ou c'est complètement différent? Alors nous, il ne vient pas forcément en écho, nous n'avons pas été avertis de la démarche Jacques Lallier, qui a été, composée, je le sens bien aussi avec la présidente de la province Sud, mais nous, ça n'est pas ça. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons préféré déporter ce vœu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Plutôt Parce qu'à que la province. Dans un premier temps, vous aviez envisagé de le faire à la province Sud, hein. on avait envisagé de le faire dans les deux, mais nous avons pensé qu'il était plus pertinent de le faire dans cette instance politique du Congrès qui rassemble toutes les forces politiques de la Nouvelle-Calédonie. Ça dépasse l'institutionnel, ça n'est pas un vœu institutionnel, mais ça a été un moyen pour nous d'adresser un message, encore une fois, hein, qui n'est contre personne, qui est un message pour dire la priorité aujourd'hui, c'est de se poser, de se retrouver autour d'une table et au moins retrouver un lien apaisé et plus fraternel, parce que nous ne sommes pas des ennemis, pour pouvoir discuter de faire évoluer la Nouvelle-Calédonie dans le bon sens sur des bases démocratiques. Ça veut dire que vous souhaitez en fait sortir les indépendantistes de leur logique de bilatéral avec l'État pour ne parler que de la pleine souveraineté. Vous estimez qu'il faut dépasser ce positionnement et vous croyez qu'ils y sont prêts? Écoutez, moi, je suis très à l'écoute de l'ensemble des acteurs politiques en Nouvelle-Calédonie. J'entends ce qu'ils disent. Je considère aujourd'hui, et objectivement, c'est une réalité, qu'ils considèrent eux-mêmes qu'un certain nombre de non-indépendantistes ont eu des bilatérales régulières avec l'État ces derniers mois et ces dernières années. Certaines nominations en sont la conséquence directe. Et eux disent, nous aussi, on a le droit aussi, nous, à nos bilatérales. Je pense que ça n'est pas gênant que chaque partenaire puisse, à un moment donné, discuter avec les responsables d'État. Ce qui est important, c'est que les choses ne se décident pas dans notre dos et qu'il y ait un temps où les trois partenaires qui ont besoin de se retrouver aujourd'hui autour de la table, se retrouvent pour discuter des vrais sujets de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, ces vraies discussions sur l'avenir de la Calédonie, il y a un calendrier avec un référendum de projet en juin 2023. En un mot déjà, vous pensez que le calendrier va être tenu ou que vraiment il est trop ambitieux et qu'il va falloir prendre plus de temps? Moi, je crois qu'il faut absolument se mettre cette contrainte de calendrier parce que on souffre beaucoup en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, excusez-moi de cette expression, mais de cette politique du chien crevé au fil de l'eau, là, où finalement plus rien n'avance, où les gens perdent confiance. Encore une fois, que nous disent nos concitoyens? On a voté 3 fois, et puis maintenant? Quelle perspective? Quelle visibilité? Quelles orientations? Quelles paroles pose-t-on sur l'avenir des Calédoniens aujourd'hui pour qu'ils se disent « je continue de développer ma vie et de la construire ici, dans ce territoire du Pacifique ». Alors ces discussions, comment est-ce qu'elles doivent s'organiser? Enfin, comment vous les voyez? Qui autour de la table? Et puis surtout peut-être pour parler de quoi? Parce que ça reste quand même un grand mystère. Alors, on a eu dernièrement une mission de la commission des lois du Sénat, présidée par François-Noël Buffet, avec Philippe Bas notamment, qui a été vraiment un bon exemple de ce que je pense qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça faisait des mois et des années qu'il n'y avait pas eu une telle écoute de l'ensemble des acteurs politiques de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est, je pense, ce défaut d'écoute qui nous mène aujourd'hui dans la situation de non-dialogue dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin d'avoir des acteurs d'État qui sont à l'écoute des Calédoniens. C'est très important. Et je formule le vœu que les nouveaux responsables en charge du dossier calédonien soient dans cette dynamique. C'est essentiel. Qui autour de la table, il faut considérer les forces politiques qui existent en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Il ne faut laisser personne de côté. Je pense moi aussi, vous savez, je le dis, et Thierry Santa, le Rassemblement, prône cela aussi depuis plusieurs mois et plusieurs années. Il faut associer la société civile. C'est important qu'elle ait son mot à dire parce qu'on n'aura pas de solution qui fédère si elle n'est pas la plus largement partagée avec cette société civile. Donc je pense que c'est important. Mais autour de la table, les acteurs responsables, c'est que vous me parliez du vœu. Moi, je suis présidente du groupe Avenir en Confiance, mais je suis aussi vice-présidente du Rassemblement, qui est l'héritier, bien sûr, du RPCR, qui était signataire des accords et qui a toujours été dans cette démarche de construction de la Nouvelle-Calédonie et de dialogue. Et je crois que cet esprit doit revenir aujourd'hui. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons pris cette initiative, parce que cet esprit du dialogue doit revenir, sinon nous ne pourrons rien construire. Est-ce que vous croyez à un projet commun des loyalistes au sens large qui serait débattu, qui serait amené sur la table des discussions? Ou est-ce que ça aussi, ça vous paraît quand même difficile de défendre ensemble le même projet institutionnel pour l'avenir? Moi, je crois qu'il est
totalement fondé qu'il y ait une vraie discussion au sein des loyalistes et une méthode qui soit définie, mais qui soit une discussion la plus apaisée possible, sans arrière-pensée, sans avoir envie de flinguer l'un des partenaires loyalistes, parce que nous, le Rassemblement, nous avons quand même beaucoup subi ces derniers mois. Vous savez, moi, je me souviens très bien de l'épisode de la présidence du Congrès, où quand vous êtes dans un groupe, vos propres partenaires font le choix d'un autre parti politique, alors même que vous avez fait alliance entre vous en 2019 contre ce même parti politique. Je crois que les Calédoniens méritent un peu de stabilité dans le monde politique non indépendantiste aussi, qu'il n'y ait pas des alliances, de nouveaux partis qui se créent tous les jours. Moi, je ne peux pas vous dire, depuis que je suis dans politique, j'ai toujours été que dans un seul parti, le Rassemblement. J'étais pour la première fois élue de la Nouvelle-Calédonie il y a 3 ans sous la bannière Avenir en Confiance. Et je suis restée, alors que d'autres sont partis de l'Avenir en Confiance pour aller créer un groupe majorité présidentielle. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. J'appelle de mes voeux cet apaisement de la sphère non indépendantiste, le débat sur le projet et sur la méthode. Comment pouvons-nous porter les choses ensemble et comment pouvons-nous respecter le partenaire d'en face, parce que nous ne nous inscrivons pas dans cette guerre des mots qui, encore une fois, nous conduit dans la situation d'aujourd'hui, qui est le mur, en fait. Alors justement, vous en parliez, mais quelle est l'ambiance aujourd'hui au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? C'est vrai que, à moins de suivre de très très près, on s'y perd un peu. Il y a une recomposition depuis quelques mois avec la création d'un groupe loyaliste qui a amputé votre groupe Avenir en Confiance. Il y a maintenant la perspective d'une confédération loyaliste ensemble pour la majorité présidentielle qui intégrerait les élus de Calédonie ensemble. L'Avenir en Confiance se réduit, vous n'êtes plus que 7 élus maintenant. Vous vous sentez pas un peu seul face à cette réorganisation qui se fait face à vous ou contre vous? Comment vous le sentez? Écoutez, effectivement, nous étions 18 élus à Avenir en Confiance et 11 de ces élus ont choisi d'aller créer un autre groupe qui est le groupe maintenant qui s'appelle Loyaliste, et vous l'avez très bien exprimé. On nous a indiqué qu'un groupe plus large de leur côté avec Calédonie Ensemble, majorité présidentielle en fait, serait créé. Bon, nous on regrette que des partis nationaux, des échéances nationales viennent diviser une alliance non indépendantiste qui avait tout son sens en 2019 et qui avait d'ailleurs été quand même plébiscité par les électeurs, puisque nous avons 20 sièges à la province Avenir en Confiance initialement. Nous sommes droit dans nos bottes. Nous avons fait, nous, Thierry Santa et moi-même, une campagne digne, sans attaque des autres, alors que nous avons été nous-mêmes très attaqués. Tout ça est désormais derrière nous, non? Alors nous sentons droit dans nos bottes et fidèles à nos convictions au Congrès. Nous n'avons pas bougé. Nous continuons de siéger, bien sûr, au sein de l'Avenir en Confiance, qui contient des élus qui ne sont pas partis faire un autre groupe. Et nous essayons, sur tous les sujets, sur tous les textes, de privilégier tout le temps l'intérêt général des Calédoniens et le message qu'ils nous avaient envoyé en 2019. À la province Sud, en revanche, vous avez pris l'initiative de créer un autre groupe qui s'appelle Agissons pour le Sud. Là, pourquoi Est-ce que là, c'est pas vous qui prenez l'initiative de la division? Eh bien, en fait, à la province Sud, nous avons été informés qu'un groupe à la Calédonie Ensemble allait se former. Nous, bon, vous le savez. Un groupe de la Confédération loyaliste, quoi, sur le même modèle? Oui, nous ne souhaitons pas siéger avec Philippe Gomez. Et puis, bon, vous le savez aussi, nous ne rentrons pas dans une majorité présidentielle. Donc, nous n'avons pas notre place dans ce groupe. Nous avons donc tiré les conséquences de cela. Et puis, nous avions besoin aussi de retrouver, certains élus, c'est tout bête, mais n'avaient pas de bureau à la province. Nous avions besoin d'exercer notre rôle d'élus provinciaux. Nous ne sentons pas pleinement associés à la gestion provinciale et c'est un faible mot que de le dire aujourd'hui. Nous voulons nous réinvestir. Nous sommes très investis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais nous voulons nous réinvestir dans la politique provinciale aujourd'hui et jouer notre rôle d'élu. On va repartir au Congrès, vous y faisiez allusion tout à l'heure, l'élection du président du Congrès. Donc ce sera fin août, ça a été reporté. Tous les ans, depuis quelques années, c'est un psychodrame. Le dernier, vous en parlez, tout le monde s'en souvient, vous étiez candidate, vous n'avez pas été supportée par votre groupe. Comment vous voyez cette élection cette fois-ci? Écoutez, est-ce que vous serez candidate? Non. Deux messages. Le premier, c'est qu'il ne faut plus jamais dans nos institutions avoir un bureau d'une institution, et notamment la présidence, qui est ainsi renouvelée chaque année. Ça rajoute de l'instabilité à la stabilité. Et c'est vrai que c'est un reproche qu'on peut faire lorsque les institutions ont été mises en place, qu'un tel système qui est aberrant. Parce que vous avez raison, on passe 2 mois de l'année à ne parler que de cela.
Sur cela, on attend que les confédérés qui ont créé leur propre groupe nous disent ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils ont gagné les élections. Est-ce qu'ils sont toujours dans une démarche d'exclure le plus possible notre formation politique, le Rassemblement et les autres membres de l'Avenir en Confiance des responsabilités institutionnelles? Je voulais rappeler quand même que Thierry Santa et moi-même, sur la dernière élection, avons rassemblé un tiers, quasiment des voix non indépendantistes à nous seuls, alors que 7 partis étaient en liste et 4 contre nous dans la fameuse confédération. Nous existons. Je ne serais pas là si les Calédoniens avaient envoyé un message disant qu'ils ne voulaient plus nous voir. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que nous attendons ce qu'ils veulent faire. Moi, je crois qu'il faut un peu d'apaisement sur tout ça. Et vous avez raison, la présidence du Congrès en elle-même, je ne vais pas dire qu'elle est secondaire, pour moi, ça n'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, par contre, ce qui est prioritaire, c'est la façon dont nous engageons ces discussions sur l'avenir. C'est très important aujourd'hui. Nous devons encore une fois donner de l'espérance et des perspectives à nos concitoyens pour qu'ils décident de continuer de fonder leur vie en Nouvelle-Calédonie, que nous redéveloppions notre Nouvelle-Calédonie qui est essentielle. Si je peux me permettre, tout à l'heure, vous avez évoqué quel sujet. Vous avez dit qui autour de la table, quel sujet. Bien, pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est le développement de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Parce que nous avons une collectivité au bord de la faillite, en très grande difficulté. Nous avons des comptes sociaux qui sont endettés à n'en plus pouvoir. Nous avons des vrais sujets sur, évidemment, notre citoyenneté, mais aussi sur la réforme de nos institutions, qui ne sont pas efficaces et qui ne règlent pas les vrais problèmes des Calédoniens aujourd'hui. Système de santé, protection, aussi sécurité, qui est à la fois une compétence de l'État, mais dont il faut discuter, car nos concitoyens souffrent de cela. Vous voyez, je vois que le sujet prison est remis à l'ordre du jour. Vous savez que je le défends depuis des années, le fait d'investir dans une insertion au sein de notre prison, à la sortie de laquelle nous avons 70% de récidives et dont les Calédoniens subissent les effets par les faits de délinquance que malheureusement nous déplorons. Enfin bref, il y a tant de sujets pour remettre notre Nouvelle-Calédonie sur les rails que, pour moi, c'est la priorité aujourd'hui. Vous parlez de la situation critique, le mot est faible, des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Quelle est l'attitude de l'Avenir en Confiance au Congrès face aux textes qui sont défendus, notamment par le gouvernement en matière de réforme fiscale? Est-ce que le fait d'être un groupe autonome vous laisse la liberté de voter tel ou tel texte, ou est-ce que vous votez naturellement comme les autres loyalistes? Est-ce que vous vous situez dans l'opposition à ce gouvernement? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors là, on n'est pas sur une logique loyaliste, pas loyaliste, on est sur une logique économique. Nous avons, en tout cas le groupe Avenir en Confiance, une logique contraire à celle que nous proposent les membres de gouvernement indépendantistes aujourd'hui. Cette logique, elle est plutôt une logique libérale, mais je m'explique, nous considérons que redresser notre économie aujourd'hui, ça n'est pas taxer les Calédoniens et rajouter des taxes aux taxes aux taxes. Au contraire, plus on taxe les gens, moins ils consomment. Moins la Calédonie produit parce qu'il y a de moins en moins de gens qui consomment. Et du coup, plus notre économie descend les marches d'escalier. Nous considérons qu'aujourd'hui, il faut relancer notre économie. Et vous savez, il y a une proposition très intéressante de l'interpatronal, mais des partenaires sociaux en général, pas que les patrons, les salariés aussi, pour une augmentation des salaires qui est corrélée à une baisse des charges pour les entreprises. Nous sommes tout à fait favorables à cette proposition. Pourquoi ? Parce que quand vous augmentez les salaires et que vous baissez les charges pour le patron, évidemment, vous relancez l'économie parce que la consommation reprend. Et si vous relancez l'économie, ça sera plus d'emplois. Et si on a plus d'emplois, on aura plus de cotisations pour notre UAM. Et donc, on pourra progressivement remonter, faire diminuer cette dette qui plombe aujourd'hui complètement notre collectivité. Vous avez compris l'attitude de l'interpatronal justement et des chambres consulaires qui refusent de continuer à participer aux discussions paritaires sur la réforme fiscale après l'initiative de l'éveil océanien qui a déposé un projet de réforme qui, semble-t-il, n'a pas été fait en concertation, qui est arrivé comme ça de façon un peu brutale. Oui, moi j'ai informé Minatou Koumouli que notre groupe n'était pas favorable à ce projet de texte. Aujourd'hui, il vient à nouveau taxer les entreprises parce qu'il enlève des exonérations de cotisations sur les bas salaires. Les bas salaires, c'est-à-dire 1,3 fois le SMG. Ça veut dire que le patron n'aurait plus des exonérations qui lui permettent aussi d'embaucher ces bas salaires qui sont importants en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire de la destruction d'emplois. C'est aussi une augmentation des taxes pour les salariés indépendants, les indépendants en Nouvelle-Calédonie, les travailleurs indépendants, pardon. Ça ne va pas dans le bon sens. On est encore dans cette logique
voilà, de surtaxe et qui n'est pas pour nous porteuse de création d'emplois, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Donc moi, je lui ai annoncé que nous n'étions pas nous favorables aussi à ce texte. Et c'est vrai que nous sommes attentifs à ce que la discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux et le gouvernement se fasse. Et qu'au Congrès, on ait aussi cet échange. On ne peut pas construire une réforme contre les acteurs en Nouvelle-Calédonie. C'est les chefs d'entreprise et les entreprises, elles génèrent 80% des emplois des Calédoniens. C'est elles qui payent les cotisations qui permettent de faire fonctionner notre système de santé et de protection sociale. Il faut être prudent avec ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut le plus largement possible les associer. Vous discutez avec l'éveil océanien, on a l'impression toujours qu'ils sont un peu entre deux chaises. Ils votent désormais régulièrement avec les indépendantistes. Le dialogue est possible avec ces élus? Bien sûr, nous discutons avec l'éveil océanien. Le vœu a été aussi l'occasion d'échanges avec les partenaires aussi indépendantistes, qu'ils soient de l'UC ou de l'UNI. Et puis d'autres textes, évidemment, sont, vous savez, le rôle d'un chef de groupe au Congrès. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma responsabilité, c'est de faire en sorte d'aller voir l'ensemble des acteurs et de parler de tous les textes dans l'intérêt des Calédoniens. Honnêtement, aujourd'hui, moi j'aime bien quand on me dit bloc contre bloc, faut que vous soyez unis les loyalistes. Faut dire aux Calédoniens que nous sommes 25 non-indépendantistes au Congrès et qu'il y a 26 indépendantistes et 3 élus issus de l'éveil océanien. Si nous ne faisons pas, nous, la démarche pour aller travailler sur l'ensemble des textes avec nos partenaires indépendantistes, mais les textes ne seront jamais votés. Vous voyez, moi, on propose à un certain nombre d'élus à venir en confiance un crédit d'impôt pour créer des crèches dans les entreprises, là où beaucoup de femmes ne travaillent pas, 10% de femmes en moins qui travaillent que les hommes en Nouvelle-Calédonie, parce qu'elles avouent dans une enquête qui a été réalisée qu'elles doivent garder leurs enfants. Des textes de cette nature ou d'autres, quand on veut faire avancer la société calédonienne, il faut que nous ayons un échange apaisé avec l'ensemble des élus de la Nouvelle-Calédonie pour faire aboutir les textes. Il faut bien que les Calédoniens réalisent qu'on ne fera pas les uns sans les autres et qu'il y aura... L'indépendance a été tranchée par 3 fois. Notre destin est désormais français. Et il faut l'affirmer et le dire. Cela doit être respecté. Mais il y aura toujours des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie avec lesquels nous devons dialoguer et travailler pour construire la Nouvelle-Calédonie. C'est dans cette logique que nous nous inscrivons depuis toujours. Un mot sur la séquence électorale. Elle nous occupe une grande partie de l'année. La présidentielle, vous souteniez Valérie Pécresse. Les législatives, vous étiez vous-même candidate. Ça vous laisse des regrets, toute cette période? Vous dites, zut, j'aurais pas dû y aller, ou j'ai raté quelque chose, ou... Ah non, je ne crois pas. On a fait une campagne honnête, sincère, courageuse. Nous n'avons été, Thierry Santa et moi-même, dans l'attaque de personne. Nous avons développé nos idées et c'est sûr que nous avions en face de nous une majorité présidentielle. Je veux rappeler que dans la circonscription où j'étais, Emmanuel Macron fait 45% au premier tour des élections présidentielles. Donc quand vous avez en face de vous majorité présidentielle et que, effectivement, vous avez soutenu, et c'est le cas Valérie Pécresse aux élections présidentielles, c'est difficile. C'est un combat difficile. Je veux rappeler que les Républicains au niveau national ont été victorieux sur les municipales, sur les départementales, sur les régionales, et qui ont eu ce grand échec au présidentiel. Aujourd'hui, ils sont un groupe incontournable de l'Assemblée nationale. Ils n'ont donc pas disparu, contrairement à ce que certains prévoyaient. Mais nous avons été fortement impactés dans les législatives par ce score de la présidentielle. Néanmoins, encore une fois, dans un contexte de 70% d'abstention. Puisque moi, sur ma circonscription, là, celle où je me présentais, en tout cas, il n'y a eu que 31% de participation. La première circonscription. La première, 31% de participation. Donc, vous voyez, tant d'électeurs qui ne participent pas. Et ça, c'est un fait politique. Et bien, dans ce contexte, effectivement, le score qui est fait, parce qu'il y avait 3 points de participation en moins dans cette circonscription par rapport à la précédente élection législative, le score que je fais est tout à fait honorable, dans un contexte, encore une fois, d'un appareil d'État face à nous qui était opposé. Nous n'avons pas pris assez de temps, sans doute, face à cet obstacle pour aller à la rencontre de plus de Calédoniens. Mais en tout cas, un tiers des voix non indépendantistes à nous seuls. Nous sommes positionnés dans ce paysage politique calédonien. Les Calédoniens nous ont dit qu'ils voulaient continuer à nous entendre et ils continueront à nous entendre et nous le ferons toujours dans leur intérêt. Quelle est votre réaction au remaniement ministériel récent et notamment bien sûr à la nomination de Sonia Backès comme secrétaire d'État en charge de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur? Réaction et puis les questions que ça pose. Est-ce qu'elle peut continuer selon vous à présider la province? Est-ce qu'elle pourrait être autour de la table des discussions? On sait que ça a beaucoup agité
le monde politique ces derniers temps, hein. Ah ben, je crois que c'est une bonne chose pour elle, pour Sonia Backès, qui doit être honorée de cette forme de récompense par rapport à son engagement pour le président de la République. Mais très objectivement, effectivement, cette nomination pose un certain nombre de questions. La présidence de la province, c'est quand même un emploi à plein temps. Et je doute fort que le métier de secrétaire d'État, quasiment ministre en fait, hein, ne soit pas de même. Donc c'est vrai que ça pose cette question. Et c'est vrai que... Vous croyez pas à la possibilité de déléguer, on dit beaucoup aujourd'hui, la plupart des procédures sont dématérialisées, donc on peut presque gérer la province de Paris, ou en tout cas avec des gens sur place? Sans doute, on connaît les capacités de travail de Sonia Backès, mais le problème qui se passe, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, 70% des électeurs ne votent pas, et ce qui est impossible pour le commun des mortels, c'est-à-dire cumuler 2 emplois à plein temps, devient possible dans certaines circonstances. Et c'est vrai que c'est un sujet, puis objectivement aussi, l'autre sujet, c'est en Nouvelle-Calédonie, la voix de l'État ne peut pas se confondre avec la voix des non-indépendantistes, puisqu'effectivement, autour de la table, parce que sinon c'est un peu l'échec assuré, autour de la table, il nous faut vraiment des partenaires très clairs, non-indépendantistes, indépendantistes et l'État. Bien identifié. Mais, encore une fois, moi je ne veux surtout pas faire de cela une affaire de personne. Je ne suis jamais dans la vindicte personnelle sur qui que ce soit. Et ce sujet, à la fois d'éthique politique, et il concerne principalement Sonia, qui doit, avec sa conscience, faire ses propres choix. Ce remaniement a vu également l'élargissement du ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin aux Outre-mer. Cette réunion, le fait que les Outre-mer ne soient plus un ministère plein, c'est une bonne idée, c'est une bonne solution, ou ça vous contrarie? Alors, moi, je vais parler pour la Nouvelle-Calédonie. Pour la Nouvelle-Calédonie, par le passé, le vrai référent était très rarement le ministre des Outre-mer ou le ministère des Outre-mer. Vous savez, moi, j'ai participé depuis... Sauf dans la dernière partie, avec Sébastien Lecornu qui s'occupait directement du dossier. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on est au point mort des discussions. C'est quand même ça la réalité. D'accord, le 3e référendum a été maintenu, et moi je félicite le président de la République d'avoir fait ce choix, parce qu'il fallait absolument que nous sortions de l'accord de Nouméa, sauf que les discussions sont au point mort. Donc en vrai, sur l'avancée et la suite, c'est aujourd'hui très complexe. Ça montre dire qu'il y a un souci de traitement du sujet calédonien par l'État. Par le passé, c'était Matignon ou le président de la République. Eh bien, aujourd'hui, je considère que le ministère de l'Intérieur est quand même un ministère important, un ministère régalien, et que le fait que l'Outre-mer soit placé aussi auprès de l'Intérieur n'est pas forcément une bonne chose. L'important, moi, ce qui me préoccupe, et qui d'ailleurs est l'objet de mon engagement politique, c'est que la Nouvelle-Calédonie est une feuille de route d'avenir au sein de la République française, que l'on trouve les voies de ne renier personne, que l'ensemble des partenaires soient écoutés, et que depuis Paris, le dossier calédonien soit traité et non pas mis sous le tapis. Et que l'État soit un partenaire majeur et très engagé, très clair sur le sujet calédonien. C'est vraiment l'attente que j'ai de la part de nos responsables d'État. Vous connaissez le nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, ou pas du tout? Il a servi en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années. Alors, je n'étais pas engagée en politique au moment où il est intervenu en Nouvelle-Calédonie. Je ne le connais pas personnellement. Donc, je vais le rencontrer, mais je n'ai pas d'historique avec ce nouveau ministre des Outre-mer. Alors, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministre des Outre-mer arrivent en Nouvelle-Calédonie très bientôt, dans une dizaine de jours maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? C'est le bon moment? C'est trop tôt? C'est trop tard? Ah non, c'est pas trop tôt. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette émission, les Calédoniens maintenant attendent qu'on leur ouvre un peu de perspective. Donc l'État maintenant doit être très présent. Et moi, c'est ce que j'attends. Donc je me satisfais, en tout cas, que ces ministres viennent, ministre Darmanin et Carenco, en Nouvelle-Calédonie. Moi, ce que j'attends, c'est que l'État se positionne, non pas comme un acteur, pas impartial, pas comme un parti politique, qui se positionne vraiment comme un partenaire de l'accord de Nouméa. Cette clé de voûte entre indépendantistes et non-indépendantistes, qu'il soit très clair et donc qu'il écoute l'ensemble des acteurs en Nouvelle-Calédonie pour restaurer une confiance et des liens qui n'est plus présente, qui ne sont plus présents aujourd'hui. C'est très important. Et puis ensuite, on nous annonce un comité des signataires, sans doute, au mois de septembre. Ce sont des rendez-vous importants, me semble-t-il, pour commencer à retisser ce fil du dialogue qui n'existe plus aujourd'hui depuis des mois et des années. C'est important. Et en attendant, donc, votre vœu devrait être examiné quand, au mois d'août Nous ne sommes pas pressés. Nous avons voulu envoyer, nous voulons le faire de manière très apaisée. Nous ne voulons pas en faire, vous savez, un sujet, vraiment de tirer la couverture à soi ou un coup politique pour faire voter son vœu. D'ailleurs, si jamais ce vœu pouvait être, signé par
davantage. Et donc, on est prêt même à le retirer pour le signer par d'autres, davantage. Mais ce que je souhaite vraiment aujourd'hui, c'est qu'il soit l'objet d'une réflexion chez nos partenaires, encore une fois, en leur disant, nous sommes là, nous sommes prêts à discuter, calmement, paisiblement, et hors des caméras aussi, mais surtout sans attaque personnelle ou vindicte médiatique ou sur les réseaux sociaux, parce que ça n'est pas de bon augure par rapport à ce que nous avons à construire. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et vice-présidente du Rassemblement. Merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci. La fin de ce magazine Transparence, il sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45, et il sera disponible dans quelques instants en audio et vidéo sur votre site internet. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.